Mais qui pense que la France est devenue une puissance secondaire qui n'a plus les moyens d'assumer son héritage, notamment son rayonnement mondial? C'est la question que je pose aujourd'hui à propos des discussions sur la Nouvelle-Calédonie qui recommence à l'Élysée après des années, des mois d'échecs, d'incertitudes, de palinodie, comme on dit, et au fond d'indifférence d'Emmanuel Macron qui avait porté l'île l'an dernier au bord de la destruction, notamment parce que Macron avait autre chose à faire, il avait ses affaires électorales à gérer, et il n'avait plus le temps de s'occuper correctement de, de l'avenir, de l'héritage français, de ce patrimoine extraordinaire, puisque, on le rappelle, la France est la deuxième puissance maritime mondiale en termes de surface occupée sur les mers. C'est un patrimoine prodigieux. Nous sommes juste après les États-Unis, avant la Grande-Bretagne. Est-ce que nous avons encore les moyens d'entretenir ce patrimoine qui tient en partie d'ailleurs au fait que nous possédons, comme on dit, la Nouvelle-Calédonie, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes. Je voudrais aujourd'hui parler du rôle très particulier de l'énarchie dans l'abaissement français et dans, au fond, l'idée que la France n'est plus capable d'exister par elle-même et qu'elle ne peut plus exister que par l'Europe, et en se débarrassant de son héritage colonial, la Nouvelle-Calédonie en fait partie. Et on sait tous l'idéologie qui entoure le rejet du colonialisme et de l'héritage colonial. Alors je vais commencer, répondre à cette question par des souvenirs intimes d'énarchie, puisque vous savez que moi-même j'ai commis l'ENA, même si c'était par la petite porte du concours interne. Je vais reprendre ce sujet, je vais enlever mes lunettes en même temps, je vais reprendre ce sujet au calme, mais je commence par dire que quand je parle de l'énarchie, bien entendu, il ne faut pas imaginer que l'ENA est une secte avec des élèves de l'ENA qui pensent tous la même chose. Il y a évidemment des différences d'appréciation, des divergences, des personnalités particulières, mais il y a une pensée extrêmement dominante au sein de l'ENA, qui est notamment une pensée européiste, et c'est cette pensée dominante-là que je vais viser, qui peut parfois s'exprimer d'ailleurs avec des nuances selon les personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des personnes aujourd'hui, mais je vais viser, bien entendu, cette espèce de conception fétiche de la France que j'ai entendue à l'ENA, que les énarques qui font carrière portent tous. Ceux qui ne portent pas cette idée sont écartés du système. Et cette idée, c'est que la France n'est plus rien sans l'Europe et n'existe plus qu'à travers l'Europe, et qu'il ne faut plus chercher un destin français, il faut chercher un destin européen. Je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a cette vision aujourd'hui, mais je voudrais par ailleurs souligner un autre point qui me paraît extrêmement important, hein. C'est que, au fond, il y a en France, on a acté l'idée que l'héritage colonial était une honte, et que en Nouvelle-Calédonie, notamment, enfin en tout cas beaucoup de gens ont acté le fait que l'héritage colonial était une honte. Il est très mal connu d'ailleurs, mais je voudrais redire et ressouligner, parce que ça ne va pas être l'objet de cette capsule, mais pour que ce soit bien clair, que moi, si on me disait que la Kanaki, comme demandent les indépendantistes kanaks, serait une puissance indépendante débarrassée de l'influence française, au fond, je pourrais l'entendre. Ce qu'on sait juste, c'est que si aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y a des revendications anti-françaises chez les indépendantistes, c'est évidemment pour faire la place à l'influence économique chinoise, l'influence économique australienne, l'influence économique américaine. Et que ne soyons pas dupes des jeux qui se jouent, notamment les mouvements indépendantistes kanaks qui ont organisé les émeutes de l'an dernier, sont des mouvements qui sont très soutenus par des pays étrangers. Et donc le débat aujourd'hui qui se pose en Nouvelle-Calédonie n'est pas colonialisme ou pas, il est colonialisme français, on va l'assumer, ou colonialisme chinois, ou colonialisme américain. N'imaginons pas qu'il s'agisse d'autre chose. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut libérer les Kanaks ou qu'il est mal de libérer les Kanaks. Je suis en train de dire que le débat, c'est de savoir si nous acceptons de nous retirer de Nouvelle-Calédonie pour faire la place à d'autres pays. C'est ça
le débat qui se pose aujourd'hui, soyons bien clairs. Et de ce point de vue, je vais répondre de façon intime en disant, d'où je parle, comme on dit, je vais faire le cuistre. Je vais dire d'où j'énonce mon discours. Je déteste cette expression. Moi, je suis un Français de l'étranger. Alors, sur Wikipédia, il est écrit une grosse connerie. Il est dit que je suis naturalisé. Je ne suis pas naturalisé français. Je suis français de sang, hein, mais né à l'étranger, à Liège, en Belgique, qui est la dernière ville francophone avant le monde germanique, qui historiquement n'a jamais fait partie du Royaume de France, mais qui a toujours eu des liens privilégiés avec la France, puisque Liège était sous la coupe d'un prince-évêque. C'était une seule personne. Donc c'était un évêque qui était choisi par le Saint-Empire romain germanique, par l'évêque de Liège était électeur de l'archevêque de Cologne, donc à ce titre il relevait du Saint-Empire romain germanique, mais le prince était choisi par le roi de France, et donc le prince-évêque de Liège était le résultat d'un compromis entre le royaume de France et l'Empire germanique, et ça a toujours été cette fonction bizarre de Liège d'être à cheval entre les deux mondes, entre les Germains et les Gaulois ou les Celtes, et donc ça a toujours donné un état d'esprit particulier. À ce titre, en tout cas, il y a toujours eu un amour des Liégeois pour la France, et moi c'est parce que au fond j'admirais la France qu'à 17 ans j'ai pris ma petite valise pour venir faire mes études à Paris, l'espèce au lycée Henri IV. Ce que je ne regrette pas, simplement, c'était en 1986 et ce n'était pas la même France qu'aujourd'hui, ça je peux vous le dire. C'était pas le même monde. Et je suis attristé de voir l'avachissement des Français depuis 1986. Moi, quand je suis arrivé en 86 à Paris, c'était une ville magique, on pouvait y faire ce qu'on voulait. C'était The World is Yours, ça avait un côté Scarface. Et aujourd'hui, c'est une ville de petits bourgeois étriqués qui interdisent tout. Et on mesure à Paris la tiers-mondisation de la France et sa relégation en division 2, si j'ose dire, parce que la caste qui dirigeait Paris dans les années 80 était une caste avec de l'ambition. Et petit à petit, elle s'est refermée sur elle-même, elle s'est vassalisée et elle est devenue une simple caste de province, si j'ose dire, de pays secondaires. Alors, c'est un phénomène, je vais parler de la responsabilité des énarques dans ce sujet, les énarques au sens de la caste en général. C'est un phénomène que la France ne découvre pas et qu'elle a connu. Rappelons que lorsque Jules César a envahi la France, il a envahi la Gaule, c'était les Gaulois à l'époque, il n'y avait pas de francs, hein, les francs n'étaient pas arrivés. Lorsque Jules César a envahi la Gaule, à l'approche de l'an 0, si vous voulez, autour de l'an moins 50 avant Jésus-Christ. Lorsqu'il envahit la Gaule, Jules César n'a pas face à lui un peuple uni dans le rejet de l'étranger. Jules César, il passe des alliances avec un certain nombre de tribus, notamment les tribus qui se situent aujourd'hui au nord de la Bourgogne, les tribus qui se situent autour de Lutétia, autour de Paris. Ces tribus vont collaborer avec César, ils vont régulièrement trahir le principe de l'unité nationale. Et au fond, il y avait déjà en Gaule des tribus, et notamment des chefs de tribus, qui considéraient qu'il y avait plus à gagner en acceptant l'invasion romaine et en devenant vassal de l'Empire romain, plutôt qu'à rester indépendant. Alors, ne parlez pas encore d'Empire romain, je mets une petite uchronie en faisant ça. L'Empire romain va naître grosso modo 50 ans après la conquête de la Gaule, mais l'Empire romain naît parce que des Gaulois acceptent d'être embarqués dans l'aventure romaine et au fond acceptent d'être l'une des pièces maîtresses de ce qui va devenir l'Empire. Et tout au long de l'Empire romain, la bourgeoisie gallo-romaine, la bourgeoisie gauloise va se féliciter d'être mondialisée au sens de l'époque en parlant latin, en apprenant le latin, en envoyant ses enfants faire des études à Rome, et au fond en devenant une élite régionale vassalisée et qui a son domaine, qui a son fief, pour le compte de l'empereur romain, pour le compte d'un empereur qui sera d'ailleurs de moins en moins romain, de plus en plus souvent étranger. Et donc ce phénomène d'une caste dominante qui trahit la France pour s'enrichir en collaborant avec une puissance étrangère, c'est un phénomène qu'on connaît depuis plus de 2000 ans maintenant dans notre pays et qu'on a reconnu à nouveau dans les années 40, parce qu'on peut nous jouer du pipeau tant qu'on veut.
le régime de Vichy a été un régime porté par une caste, par la caste dominante des années 30, qui s'est dit il y a plus à gagner en collaborant avec l'Allemagne qu'en lui résistant. Et aujourd'hui, nous vivons un phénomène identique, c'est-à-dire que la bourgeoisie française, particulièrement la bourgeoisie parisienne, se dit qu'au fond, c'est plus confortable de collaborer avec les États-Unis, avec le bloc occidental, avec l'agrégat européen, plutôt qu'être un grand pays qui rayonne, parce qu'on, comme il y a 2000 ans, lorsque Jules César a pris la France, eh bien une bourgeoisie qui dit mais non, mais on n'a pas la taille critique, on n'a plus la taille critique pour exister, et donc c'est mieux de collaborer avec l'ennemi. Je trouve ça assez frappant comme logique, parce que je prends l'exemple des Flamands, d'où je suis issu, même si je suis liégeois, je suis d'origine flamande. Si je regarde comment a fait la bourgeoisie flamande, et je dirais plus généralement le peuple flamand, puisque majoritairement les Flamands sont nationalistes et expriment des votes nationalistes, ce qui ne me fait pas forcément plaisir, mais ça existe, c'est un fait. Beaucoup de Flamands sont nationalistes. Et en fait, c'est assez frappant de voir la différence entre des Français qui sont avachis et qui se disent on n'a plus les moyens de porter cet héritage, c'est trop lourd pour nous, et des Flamands qui se disent mais nous allons rester indépendants, petite entité, et nous allons grandir, nous allons nous mobiliser, nous avons une ambition pour ne pas nous effondrer, pour ne pas nous avachir. Ça signifie bien que en Europe occidentale, il peut tout à fait y avoir des pulsions, des ambitions nationales, des ambitions collectives, qui sont à rebours de cet avachissement français où on dit mais monsieur... de ce point de vue, je voudrais souligner l'unité qu'il y a dans l'avachissement français. Je vais parler des énarques qui sont responsables, je vais en parler. Mais dans les militants de l'UPR que j'ai lus, des patriotes, combien disent la France, la France, la France, mais enfin bon, on n'a plus les moyens, donc on ne doit plus s'occuper d'affaires internationales, on doit faire de l'isolationnisme, nous n'avons plus d'ambition, nous n'avons plus les moyens d'avoir une armée, nous n'avons plus les moyens d'exister en tant que puissance, nous devons nous contenter de partager le magot entre Français, de dilapider l'héritage, travailler de moins en moins parce qu'on est épuisé, on est au bout de notre vie avec les 35 heures et les 62 ans, la retraite à 62 ans, on est au bout de notre vie, là, on peut plus rien faire. C'est épuisant, et puis on n'a plus les moyens, donc ce qu'il faut, c'est faire de la sociale, augmenter les protections dont bénéficient les Français, et pour le reste, on ne s'occupe plus de rien. Et en fait, chez ces discours de prétendus patriotes, qui sont pour moi des traîtres, des collabos, c'est la même tonalité que les discours des énarques. C'est on n'a plus les moyens d'être un grand pays. C'est le contraire de ce qu'on entend quand on va chez les Flamands. On n'a plus les moyens, monsieur, de nos ambitions. Donc il faut se contenter d'être un petit peuple étriqué dans un petit coin. Et puis on fait des barrières protectionnistes. Et si on se transforme en Albanie ou en Corée du Nord, ce sera tant mieux, parce que de toute façon, on n'a plus les moyens d'être un peuple libre. Il y a chez les énarques, je vais y venir, comme chez beaucoup de patriotes qui se jouent du pipeau en imaginant qu'ils sont des grands résistants, il y a un discours de la servitude volontaire. Alors, elle est vécue différemment, mais j'en ai ras-le-bol d'avoir des gens qui écrivent sur Internet. Moi, je suis un grand patriote et je déteste les énarques. Oui, enfin, sauf que quand on touche à ta retraite, tu es le premier à descendre dans la rue parce que tu trouves très bien de profiter, de dépenser l'argent des autres. C'est le problème français. Je le redis, petit aparté, parce que je croisais encore une dame hier qui m'a dit j'ai cotisé toute ma vie pour ma retraite. Non, vous cotisez pas toute votre vie pour votre retraite. Les retraités dépensent l'argent des autres. Les retraités dépensent l'argent des cotisants. Voilà. Quand vous serez retraité, vous dépenserez l'argent des cotisants. Et l'argent des cotisants ne sert pas à préparer la retraite des cotisants. L'argent des cotisants, dans un système par répartition, il sert à financer la retraite des gens qui sont à la retraite. Pas de faux sens. J'en reviens à ce sujet. Moi, je me souviens d'avoir été, quand j'étais petit, administrateur civil énarque. Je me souviens que j'étais administrateur d'un institut, un institut régional d'administration, qui se trouve à Bastia, en Corse. Alors, c'était très sympa parce que le directeur de l'école avait le bon goût de placer les conseils d'administration
un vendredi, ce qui nous permettait de partir le vendredi et de passer le week-end en Corse, aux frais de la princesse. Mais enfin, je vous rassure, les budgets, c'était à quelle année? Ouais, on venait juste d'avoir l'euro. Le budget hôtel, il était de 60 € maximum la nuit. Et on n'avait pas de casse-croûte. Donc c'était une dépense un peu scandaleuse, mais raisonnable quand même. On partait pas dans un 5 étoiles, contrairement à ce que plein de gens fantasment. Et puis si on voulait manger sur place, on payait sa propre bouffe, ce qui était très bien et tout à fait normal. Donc nous étions plusieurs énarques dans le conseil d'administration de cet institut régional d'administration. Et je me souviens d'avoir décidé à l'occasion d'un week-end de faire Bastia-Ajaccio avec un camarade énarque qui a fait une très belle carrière par la suite, puisqu'il est devenu inspecteur général, donc, ce qui montre qu'il était dans la bonne tendance d'administration. Et je me souviendrai toujours, puisque nous étions passés à Corté, où il y a le musée du colonialisme français, où il y a l'université de gestion corse, car figurez-vous qu'il y a une université de gestion en Corse. Et nous étions allés ensemble à Corté, et je me souviens, c'était au moment d'ailleurs de l'arrestation d'Ivan Colonna, peu de temps avant l'arrestation d'Ivan Colonna. Je me souviens qu'à Corté, on écoutait les conversations des gens qui étaient très anti-français. Et je me souviens de ce camarade énarque qui me disait, puisque moi je pestais en disant quand même la patrie de Napoléon. Et ce camarade énarque qui disait, mais non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la Corse? De toute façon, on n'a plus les moyens. Donc on n'a qu'à tout leur donner. On donne l'indépendance aux Antilles, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, à la Nouvelle-Calédonie et à la Corse. De toute façon, on n'a plus les moyens d'entretenir tout ça. Et ce discours-là, vous voyez, qui est un discours parfaitement assumé, d'énarque, qui n'était évidemment pas le mien. Moi, j'étais absolument hostile à ça, donc j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait que je prenne mes responsabilités et que je sorte de l'administration, qui ne défendait plus l'idée que je me faisais de la France et les raisons pour lesquelles j'étais venu en France. Ce garçon exprimait une pensée dominante dans l'énergie. C'est au fond, la France est une puissance désormais secondaire, moyenne. Elle n'a plus les moyens d'assumer son héritage. Et donc, il faut qu'elle se débarrasse des arbres, des branches mortes. Et la Corse est une branche morte. Notre patrimoine maritime est une branche morte. Nous n'avons plus les moyens d'être la deuxième puissance maritime du monde. Et là-dessus, il y a dans la vision énarchique un profond avachissement. C'est-à-dire que cette élite de la France, cette élite administrative qui devrait porter une ambition, qui devrait élever les Français vers le haut en leur disant mais on va se mobiliser, on va y arriver, vous allez voir. Cette caste est la première à revendiquer son avachissement, revendiquer le fait qu'on ne peut plus rien faire, monsieur, vous comprenez, on est des pauvres et puis on n'a plus les moyens, donc on démissionne. Cet esprit démissionnaire, cet esprit avachi, je comprends que beaucoup de Français de la base, si j'ose dire, beaucoup de Français ordinaires, le pratiquent parce que c'est leur caste dominante elle-même qui en donne l'exemple. Ce qui me gêne, c'est que beaucoup de Français avachis dénoncent l'énarchie alors qu'ils sont les premiers à intérioriser la démission énarchique. Ce que je regrette. Et je sais que c'est beaucoup plus populaire de dire aux Français, vous êtes des gens magnifiques, mais vous avez raison, le problème, c'est l'élite. Moi, je pense, je le dis, que l'élite donne le mauvais exemple et qu'elle est, en France, la première à jouer un rôle toxique dans le développement d'une ambition nationale. Simplement, je pense que c'est trop facile d'expliquer que c'est la faute des autres et de se dire, mais moi, donc, je ne me remets pas en cause. Je pense que tout le monde doit se remettre en cause et je pense que c'est toujours désagréable de se remettre en cause. C'est plus facile de se dire, j'ai raison, les autres ont tort. Ça, c'est sûr. Mais là-dessus, c'est une erreur fondamentale, vous comprenez, de ne pas être capable de se dire, les autres ont tort, mais moi aussi, je peux avoir tort et je vais faire mon examen de conscience, aussi désagréable soit-il, pour être capable de me remettre en cause. Donc, je voulais avoir juste une tentative d'explication sur pourquoi les énarques sont convaincus que, au fond, la France est un pays, une puissance secondaire désormais, qui au fond, ne peut plus assumer son destin mondial. Son ambition, son rayonnement, le rayonnement qu'elle a connu. Alors,
de mon point de vue, c'est parce que nous vivons, nous ne nous en sommes pas rendus compte. Nous sommes victimes des travers, des traits de personnalité dominants dans la caste, dans la bourgeoisie parisienne, qui ruisselle pour le coup. Alors, je vais le dire comme ça, je ne suis pas sûr que la théorie du ruissellement financier, les riches s'enrichissent et ça enrichit les pauvres, je ne suis pas sûr que cette théorie soit parfaitement vérifiée. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le ruissellement de l'avachissement, ça existe. Et le ruissellement des traits de personnalité avachis, ça existait. Ce que moi je constate depuis que je suis arrivé en France, c'est que d'abord il y a un resserrement de la bourgeoisie parisienne sur l'entre-soi. C'est-à-dire que la bourgeoisie parisienne a bloqué l'ascenseur social. Et qu'aujourd'hui, notamment parce que ceux qui pourraient monter sont des petits Arabes, des petits Africains ou des petits Chinois, on préfère rester dans un entre-soi qui ne dit pas son nom et qui existe, même si je sais que c'est très impopulaire de le dire. Et que cet entre-soi, il fonctionne sur des valeurs parfaitement identifiées et transmises, notamment à l'école. Cette première valeur, c'est ce qu'on adore appeler la bienveillance. Il faut être bienveillant. Alors, les autres formes de la bienveillance, la déclinaison de la bienveillance, c'est il ne faut pas entrer en conflit avec les autres. Il ne faut jamais dire les choses qui fâchent. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous connaissez ce dicton qui est une espèce de religion, de commandement religieux des beaux quartiers parisiens du 7e arrondissement, du 16e arrondissement. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ce dicton, que moi je ne pratique pas, puisque moi je suis cash et je dis des choses épidermiques, parce que je ne partage pas cette vision du monde. Je pense que c'est toxique que de ne pas dire les vérités qui fâchent. Mais ceux qui pensent ça, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, sont des gens qui ont une forte agreeableness, comme on dit dans le modèle Big Five d'analyse psychologique, c'est-à-dire des gens qui, l'agreeableness, c'est pas l'agréabilité, c'est la capacité à être d'accord avec les autres. La bourgeoisie parisienne, elle est fondée sur ce principe, qui est que l'essentiel, c'est d'être unis. Là aussi, je lis ça dans beaucoup de commentaires de patriotes qui se croient très malins en disant qu'il faut jouer l'unité. Enfin, l'unité de quoi? Je ne vais pas être uni avec des gens qui sont contre mes idées. Donc je les respecte, je peux manger avec eux à table, mais je ne vais pas me mettre dans un parti politique avec des gens qui sont à rebours de mes idées. Et l'agreeableness, c'est ça. Mais non, c'est pas toutes les idées se valent, qu'il peut y avoir des différences d'appréciation, mais au fond, on fait tous un même peuple, hein, et on va tous aller se taper sur l'épaule, et on va tous se dire qu'on s'aime et se faire des bisous. Et on va enterrer l'âge de guerre, on va surtout pas se dire les choses qui fâchent. Ça, c'est une idée très profondément ancrée dans la bourgeoisie parisienne. C'est ce qu'on appelle l'esprit de caste. C'est, quelles que soient nos différences, nous avons un intérêt commun à défendre. Or, la caste, ça marche quand effectivement vous avez les mêmes intérêts financiers et les mêmes intérêts sociaux que les gens qui sont à côté de vous. Si vous êtes prolétaire et que le gars qui vous dit ça est un bourgeois qui vous exploite, bien, vous n'avez pas les mêmes intérêts que lui. Donc vous avez intérêt à être en conflit avec lui. Et en France, il y a un déclin de cet esprit de lutte et une victoire de l'esprit d'agreeableness. Et on va quand même pas se fâcher pour si peu, on va bien trouver un arrangement pour que tout marche entre tout le monde, même si c'est injuste. Et ça, cette idée-là, elle est très forte dans la bourgeoisie parisienne, et donc dans l'idée qu'au fond, pas de vague. C'est vraiment la culture du pas de vague. Ce qu'il faut, c'est il n'y a pas de grève. Donc on va mettre des allocations aux gens qui ne sont pas contents, on va leur donner un chèque, un bouclier énergétique, bouclier bidule, on va leur filer des chèques pour qu'ils se la bouclent. Et donc il y a une fabrique de la crise des finances publiques du fait de l'agreeableness de la bourgeoisie parisienne. Ce qui est malin de la part de la bourgeoisie parisienne et de l'énarchie, c'est l'openness, l'ouverture d'esprit. C'est que pour beaucoup de membres de la bourgeoisie qui ne veulent surtout pas être en conflit avec les autres et donc qui ne peuvent pas imaginer que la France rentre dans des rapports de force avec ses voisins, avec les États-Unis, on déteste ça. Donc, ce qui est important, c'est d'être mondialisé, c'est-à-dire de dire, mais moi, c'est la bourgeoisie gauloise qui pactise avec Jules César. Nous sommes en haut de la société, donc
l'abruti des Abruzzes, comme on disait quand j'étais petit, l'ouvrier d'Abbeville, lui, qui reste dans sa campagne et qui n'en sorte pas. Nous, les bourgeois, nous devons pouvoir appartenir à ce que Emmanuel Macron appelait les Lumières, la civilisation, c'est-à-dire cette espèce d'ensemble des meilleurs du monde qui vont se retrouver pour, à un moment donné, échanger entre eux, entre égaux. Et donc, pour beaucoup de Français, dans la bourgeoisie, pour beaucoup de bourgeois parisiens, l'ouverture d'esprit, c'est faire ses études en Grande-Bretagne, faire ses études aux États-Unis, c'est appartenir à cet ensemble occidental. Et de ce point de vue, eh bien, l'essentiel, c'est que la caste puisse continuer à avoir accès d'égal à égal avec ceux qui sortent de Harvard, ceux qui sortent du MIT, ceux qui sortent de Cambridge ou d'Oxford. Et donc, il y a une répartition, j'allais dire, des forces qui est bien l'ascenseur social, c'est plus la peine que ça marche. Pour qu'ils nous foutent la paix, tous ces pauvres remuants, on va leur filer des chèques, des subventions, des aides, dans tous sens. Et ils vont en redemander. Et chaque fois qu'on parlera de remettre ça en cause, ils iront à la gamelle et ils seront prêts à tout lâcher pour aller à la gamelle. Et nous, on va se garder le haut et on va se mettre au niveau de la bourgeoisie internationale à laquelle nous voulons continuer à appartenir. C'est ce calcul-là qui est fait aujourd'hui. Et l'énarchie, elle en est fondamentalement porteuse. C'est pour ça que beaucoup d'énarques sortent de Sciences Po, qui est une école du wokisme, qui est une école de l'idéologie anglo-saxonne, une idéologie mondialisée, et qu'au fond, le grand deal qui est passé, c'est la société française, on va la figer dans des assignations sociales, on va dire qu'il faut être bienveillant, on va disqualifier tout ce qui ressemble à une lutte, tout ce qui ressemble à une remise en cause de l'ordre social, et on va favoriser la sélection sociale qui permet à l'élite, à la caste, de rester dans le peloton mondialisé, même si on n'est plus complètement en tête. Eh bien, notre ambition, c'est quand même, nous, à titre personnel, d'en profiter. Et l'énarchie est l'expression de cette vision du monde. Moi, je pense qu'on peut en sortir par une ambition, par un renouvellement profond des élites, mais ça ne se fera pas dans la paresse, ça se fera quand on arrêtera d'expliquer qu'on est au bout de sa vie parce qu'on fait 35 heures par semaine, et ça se fera quand on sera prêt à faire des sacrifices et à se dire entre nous les choses qui fâchent. C'est-à-dire arrêter d'expliquer que nous, on est parfait, que c'est l'autre, c'est l'arabe, le juif, le musulman, l'énarque, le franc-maçon, l'américain, le je sais pas quoi qui est en faute. Nous sommes tous aujourd'hui complices de cet avachissement et nous devons tous prendre notre part de responsabilité. Voilà, je sais que je me suis fait plein d'amis. À très bientôt, puis n'oubliez pas de me retrouver sur mon Substack où je commente cette vidéo et où par ailleurs j'alimente notamment une lettre confidentielle sur les secrets de la caste en France. À bientôt, mes amis.